Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de ce mercredi 11 juillet, le policier de la DGSI avoue avoir tout orchestré. Hier, la victime présumée d'un cambriolage dans les locaux de la DGSI s'est retrouvée en garde à vue. En effet, la section de recherche en charge de l'enquête a rapidement trouvé des incohérences dans le discours du fonctionnaire. Les enquêteurs ont alors changé leur fusil d'épaule et ont décidé d'y voir plus clair sur la version de la victime. Sous pression, l'agent de police de la DGSI a alors accepté de tout avouer et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa mascarade lui a coûté cher. Les précisions dans ce sujet signées Abbas Alidi, Amina Ariti et Daniel Nderagakura. Du cambriolage avec agression et séquestration, l'affaire est passée à une toute autre version. Loin du premier scénario, digne des séries policières, les faits relatés par le policier sont bien moins insolites. En effet, alors que tout le monde pensait qu'il avait été victime de cambrioleurs qui l'ont agressé et séquestré, l'enquête a finalement révélé qu'il n'en était rien. Un fonctionnaire de police en service à Mayotte a délibérément induit en erreur des enquêteurs en dénonçant un vol et une agression dont il aurait été victime, en expliquant qu'étant à son service, il aurait été agressé, attaché et que les malfaiteurs auraient emporté des armes appartenant à son collègue et à lui-même. Et si lors de sa déposition, le policier a délibérément menti, c'était dans l'objectif de se couvrir suite à la disparition samedi dernier de ces deux armes à feu. Une couverture que les enquêteurs ont vite démasquée tant les propos du policier devenaient incohérents. Il y avait des choses invraisemblables, qu'il y avait des incohérences qui très rapidement ont conduit les enquêteurs à mettre en doute la version. Et donc nous avons basculé depuis hier. Celui qui était la victime est devenu suspect et au terme des investigations complémentaires, il a fini par reconnaître qu'en réalité, il avait été lui-même victime du vol de son arme dès samedi et se trouvant dans une difficulté par rapport à ce fait, il aurait inventé ce scénario qu'il aurait mis en œuvre en expliquant tout le scénario qu'il a livré aux enquêteurs. Ainsi, après l'émoi et la colère qu'elle a suscité chez la population, l'affaire a rapidement pris une autre tournure, notamment avec la mise en garde à vue de la prétendue victime. Si jusqu'à présent il avait fait montre d'un parcours exemplaire, aujourd'hui ce policier voit sa carrière mise en jeu à quelques mois seulement de son départ à la retraite. Il s'avère au terme de cela qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de dénonciation de crimes ou de délits imaginaires, pour des faits de vol aggravé. Et à l'issue de sa garde à vue, il a été déféré ce soir au parquet, selon une procédure qu'on appelle le plaidé coupable pour dire simple, c'est-à-dire qu'il a reconnu sa culpabilité. Devant son avocat, une peine lui a été proposée, qu'il a accepté, que cette peine a été validée. Il s'agit très précisément d'une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, de 3 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et de l'interdiction de porter une arme, soumise à autorisation. Cette peine a été validée par le juge, ce qui la rend exécutoire. Le fonctionnaire de police ne peut donc plus exercer durant 3 ans dans la fonction publique. À l'heure actuelle, l'une des armes a été retrouvée, l'autre est toujours recherchée. Autres sujets qui font la une de l'actualité. Ce matin, la préfecture a convié les élus ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires au premier comité stratégique de pilotage et de suivi du plan d'action pour l'avenir de Mayotte. L'occasion d'envisager le futur à travers la mise en place des actions qui composent ce document annoncé au mois de mai dernier par la ministre des Outre-mer. Cette première réunion aura néanmoins beaucoup tourné autour du problème numéro 1 que rencontre actuellement Mayotte, l'impossibilité de reconduire les personnes en situation irrégulière aux Comores. Le point dans ce sujet signé Noreza Hakim et Daniel Nderagakura. C'est au vice-rectorat que le préfet a convié les élus locaux à un comité stratégique de pilotage et de suivi du plan d'action pour l'avenir de Mayotte. Une réunion qui avait pour objectif de faire le point sur l'avancée des différentes actions à mettre en œuvre dans les mois à venir. Le 15 mai, la ministre a annoncé des engagements pour Mayotte de l'État. Ces engagements ont été complétés également par les mesures annoncées dans le cadre des assises de l'outre-mer, parce qu'il y a des éléments nouveaux communs à l'ensemble des outre-mer qui ont été annoncés à cette occasion. Aujourd'hui, il s'agissait de faire le point de l'état d'avancement de ces dossiers, étant entendu que ce plan pour Mayotte, ce n'est pas l'État qui va le porter seul, c'est bien sûr les collectivités locales, qu'il s'agisse du conseil départemental, des intercommunalités, des communes,
et l'État qui ont à bâtir ce plan et à mettre en œuvre toutes ces mesures qui ont été annoncées. Donc c'est la mise en œuvre aujourd'hui, c'est un point, parce qu'il faut que tout ceci se fasse dans la transparence la plus globale. Il s'agit qu'on sache où on en est. Donc on a fait un point sur l'ensemble des mesures. On a parlé de sécurité, de lutte contre l'immigration clandestine, de construction de bâtiments scolaires, d'assainissement, d'eau potable, de logement, d'infrastructures de transport. Où est-ce qu'on en était exactement sur tous ces dossiers ? La sécurité et l'immigration ont comme toujours été au cœur des débats. En effet, pour les élus locaux, ce plan n'a de sens que si certains préalables sont respectés par l'État. On est coincé sur les non-reconduites à la frontière qui sapent tout le reste parce que les Mahorais vont défiler encore demain et manifester et pour dire combien ils n'en peuvent plus que ces reconduites-là soient bloquées parce qu'on voit bien que derrière tout ce que nous pouvons faire par ailleurs, eh bien, on ne l'entend pas. Et Dieu sait si ce que nous faisons là est importantissime. On parle de l'ARS Mayotte, c'est pas rien. Moi qui suis dans la santé, c'est un élément et une avancée importante. La CMUC, mais tout le plan pour l'hôpital, mais également le plan pour la question liée à l'enfance. Mais on a parlé également des brigades de gendarmerie d'Embeni ou de Congo, donc des sujets importants, mais qui n'ont pas écho parce qu'il y a ce problème-là qui nous bloque. La question des reconduites à la frontière est source de tensions sur le département. En attendant que le conflit diplomatique trouve une issue, le préfet assure que le travail se poursuit. À ce titre, un renforcement des effectifs, une accentuation des procédures contre l'habitat illégal et une augmentation des moyens d'interception en mer seront mis en place à la rentrée prochaine. Ça, c'est le point numéro 1. Et la situation ne sera pas redevenue normale tant que cette mesure ne sera pas d'application. Par ailleurs, ça ne nous empêche pas de travailler sur les problèmes de sécurité. On avait fait un certain nombre d'annonces et j'en ai parlé aujourd'hui avec les élus. Et cet après-midi, je vais faire une conférence de presse avec le procureur sur les questions de sécurité. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Nous sommes engagés, c'est le point que j'ai fait vis-à-vis des élus, sur l'affectation d'un certain nombre de forces de sécurité ici à Mayotte. Et ce sera bien le cas. Au 15 septembre, on aura à peu près 1050 policiers et gendarmes qui seront présents sur le territoire de Mayotte. Autre point abordé lors de cette réunion, l'affermissement des prestations sociales, le renforcement de l'encadrement pédagogique, le développement des fonds d'insertion dans l'emploi, la production massive de logements sociaux et la modernisation des infrastructures routières, aéroportuaires, portuaires et numériques. Un site internet sera par ailleurs prochainement mis en ligne pour permettre à chacun de suivre la progression de ce plan d'action. Comme évoqué précédemment par Issa Abdou Issa, demain le collectif des citoyens de Mayotte et l'intersyndicale appellent toute la population à venir manifester contre la violence à Mayotte. Les deux organisations assurent qu'il ne se passe pas un seul jour sans que des actes de violence inqualifiables soient perpétrés sur le territoire. Elles dénoncent la banalisation de la violence, la complaisance et la complicité du gouvernement, ou encore le silence complice et la trahison de certains élus. Mohamed Maoulida, l'un des porte-parole de la grève générale, affirme que les promesses de l'État n'ont pas été tenues. Écoutons sa réaction au micro de Patrick Millon. Oui, c'est du déjà vu, on peut le dire, parce que c'est l'actualité que nous vivons. Ouais. Donc on ne peut pas se mentir, on ne peut pas se cacher derrière. Ouais. Mais aujourd'hui, Ouais. nous tirons les leçons. Nous avons manifesté depuis le 20 février contre l'insécurité. Ouais. Le 13 mars, la ministre s'est rendue à Mayotte. Elle nous a demandé de libérer le terrain, laisser l'État nous montrer ses efforts. On a continué à œuvrer tout en aidant l'État et le 2 avril, nous avons levé les barrages pour montrer que nous sommes de bonne foi. Nous voulons de la sécurité. À ce jour, le bilan est catastrophique. Les politiques de l'État mises en place sont catastrophiques. Par Miambani, le gendarme, par Sada, par Chikoni, par avant-hier le FIM, et n'en parlons plus des Kwassa qui pleuvent sur Mayotte. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 11 juillet. Deux assemblées générales et un conseil d'administration ont eu lieu hier à la médecine du travail à Mayotte. La première, extraordinaire, a permis une modification des statuts.
Il en ressort qu'il n'y aura plus d'administrateur de droit, notamment pour le président sortant. Une double signature sera par ailleurs nécessaire pour engager les dépenses et ainsi lutter contre les conflits d'intérêts. À la suite de l'Assemblée générale extraordinaire, l'Assemblée générale ordinaire n'a sans surprise pas validé les comptes 2017 en se rangeant derrière l'avis du commissaire aux comptes. C'est donc le 4e exercice consécutif qui n'est pas approuvé, avec une dette sociale due à la CSSM abyssale. La non-approbation des comptes peut être une cause de non-attribution par la directe de l'agrément. Le dossier sera remis fin août et les négociations commenceront alors. En attendant, le procureur de la République doit décider ou non d'ouvrir une enquête. Le prochain conseil d'administration pourra de son côté déposer plainte. Le 25 juin dernier, les conseillers départementaux réunis en séance plénière ont pris une délibération relative à la future organisation du transport scolaire à Mayotte. Ils ont ainsi décidé d'organiser le marché en lot géographique aux grandes dames du syndicat Force ouvrière transport et logistique. Selon lui, cette décision a été prise, je cite, « purement et simplement sans aucune orientation sur les conditions de la reprise de personnel et de leur transfert dans les différents lots et de la prise en compte de leurs avantages acquis. » FO juge ainsi cette délibération scélérate, injuste et discriminatoire. Dans ces conditions, à compter du 24 août prochain, jour de rentrée scolaire, un conflit social se prépare suite au dépôt d'un préavis de grève. Le syndicat réclame le retrait de cette délibération, le retrait de la division des salariés en différents lots géographiques, ou encore que le ou les titulaires des marchés s'engagent au respect de la législation en appliquant la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Plus que quelques mois à patienter avant que la CSSM entame un nouveau cycle. En effet, le projet immobilier de l'institution, démarré il y a 3 ans, est en passe de s'achever avec un tout nouveau siège social à Kaweni. Sur une surface de 6400 m², la CSSM occupera 2 bâtiments du centre d'affaires sur 3 niveaux. 2 toiles ont été installées sur la devanture des bâtiments de la CSSM, visibles depuis la route nationale à Kaweni. Elles reprennent les couleurs de l'Institution nationale de sécurité sociale, ainsi que les valeurs défendues par la CSSM, traduites en shimaoré et shibushi. Ce nouveau siège permettra ainsi à la Caisse d'offrir à ses usagers une meilleure qualité de service en regroupant toutes les branches de la sécurité sociale sur un site unique. Le déménagement de l'ensemble des services de la CSSM est prévu pour le premier trimestre 2019 et l'accueil du public sur le site est prévu à compter du mois d'avril 2019. Santé, dans votre 19h en marge du premier comité de pilotage du plan pour Mayotte, en début d'après-midi, 2 signatures ô combien importantes ont eu lieu à la préfecture. La première lie la protection maternelle et infantile et l'État. Elle concerne le déploiement des 120 millions d'euros de compensation alloués au territoire. La seconde convention est un engagement de mutualisation des moyens entre le centre hospitalier de Mayotte et la PMI. Il s'agit là d'une première qui doit permettre au PMI de mieux fonctionner. Le point sur ces avancées dans ce sujet signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Le préfet a multiplié les rencontres aujourd'hui. Après le vice-rectorat, c'est en préfecture qu'il a réuni les personnes concernées par 2 conventions, ô combien importantes pour la protection maternelle et infantile à Mayotte. On vient de signer une convention d'une très grande importance. C'est celle qui lie l'État et le département et singulièrement nos PMI. Et c'est important parce que c'est le dernier acte qui va nous permettre la compensation des 120 millions d'euros qu'on a annoncé. Là, c'est la finalisation qui va nous permettre véritablement de passer à l'acte en termes de projet, d'acte de construction de nouvelles PMI et de fonctionnement de ces structures. Donc c'est un élément important. J'ajoute qu'à celle-ci s'ajoute une autre convention qui est celle qui lie la PMI toujours, mais cette fois-ci avec le CHM. Ces 120 000 euros vont pouvoir être investis afin que la PMI se développe. Par ailleurs, le vice-président du conseil départemental en charge du social, également président du conseil de surveillance du CHM, s'est réjoui de pouvoir signer une seconde convention qui va permettre au PMI de travailler plus étroitement avec l'hôpital. Nous avons pensé utile d'optimiser, de mutualiser nos moyens, PMI et CHM, de manière à ce qu'on puisse, par exemple, une infirmière ou une sage-femme puisse passer du CHM à la PMI, de manière à ce que, en mutualisant ces moyens, il n'y ait pas de faille, il n'y ait pas de manque, il n'y ait pas de carence au niveau des PMI, d'autant plus que, comme vous l'avez remarqué, il y a la campagne de la vaccination qui va, in fine, laisser le bébé la main à la PMI pour le suivi de ces vaccinations-là. On voit bien qu'il y a intérêt
souhaiterait dans ce cas-là que la PMI soit efficace et performante. Après la signature de ces deux conventions, la protection maternelle et infantile à Mayotte apparaît armée pour offrir au personnel comme aux patients une offre de soins à la hauteur de la première maternité d'Europe. Ils y sont. Les Bleus de l'équipe de France de football ont battu les Diables Rouges en demi-finale de la Coupe du Monde. 20 ans après 1998, tout semble sourire à la bande de Deschamps, capitaine lors de la victoire il y a 20 ans et désormais sélectionneur. Dimanche, les Bleus tenteront d'accrocher une deuxième étoile sur leur maillot. Avant cela, il leur faudra battre l'un des deux autres demi-finalistes, à savoir la Croatie ou l'Angleterre. Ce matin, notre consultant foot, Guillaume Broust, a donné son avis sur les deux potentiels adversaires de la France. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. Ça sera intéressant sur le match. Je pense que c'est un vrai avantage pour les Français d'abord d'avoir joué hier, d'avoir récupéré, on en avait parlé hier matin. Ouais, un jour de plus. Oui, puis de pouvoir regarder le match tranquillement, étudier les deux adversaires, après lequel on doit rencontrer ou il vaut mieux rencontrer. Moi j'aimerais les Anglais, d'abord pour l'affiche. Parce que France-Angleterre, ça reste toujours, vous appelez ça dans le monde de l'Ovalie, le crunch. Ouais. Donc ça serait une finale sympa. C'est quand même les Anglais qui ont inventé le football. Après, techniquement, enfin, les Anglais ont inventé, c'est comme le rugby, ça. Les Anglais ont inventé le football, mais nous, les Français, on l'a quand même bien amélioré. Ouais, c'est surtout qu'eux ils l'ont inventé, et nous on sait y jouer. Voilà, c'est ça. Mais ouais, je pense que si on joue contre la Croatie, leur force, c'est les capacités athlétiques et techniques aussi de leurs attaquants. Faudra faire attention si on joue contre l'Angleterre par rapport au coup de pied arrêté, qui est leur point fort. Ils ont marqué beaucoup de buts là-dessus. C'est pas notre point fort à nous, notamment les balles aériennes pour Hugo Lloris. Donc on pourrait être en danger. Mais moi j'aimerais bien qu'il y ait une finale contre l'Angleterre. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infokwesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.